Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que je ne vais pas vous parler d'une équipe actuelle, mais d'une ancienne équipe, qui a été championne de France il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années. Donc c'est le Football Club de Nantes qui a été champion en 2000-2001 et c'est vraiment un coup de cœur. Donc c'est une petite Madeleine de Proust. Je le précise, je n'ai aucun club de cœur en France, hein, je le rappelle. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, de l'âme d'enfant qui ressort un petit peu. J'avais 10 ans en fait quand le Football Club de Nantes a été champion de France. Donc bien évidemment passionné de football comme toujours, mais encore trop petit, trop jeune pour me rendre compte des choses. Mais j'ai des petits souvenirs qui me viennent en tête. Des noms bien évidemment, mais aussi des expressions, le jeu à la nantaise. Et c'est quelque chose que je trouvais beau quand j'étais petit, que j'entendais le jeu à la nantaise, que tout le monde parlait du jeu à la nantaise. Donner son nom, j'en ai parlé il y a quelques temps, mais donner son nom à une philosophie sur l'instant T, mais qui perdure pendant des années, des années, des années, des décennies même, parce que le jeu à la nantaise n'est pas né forcément dans les années 2000, mais c'est quelque chose qui était né dans les années 80, mais justement d'avoir 20 ans après cette idée du jeu à nantaise qui était encore actuelle à cette époque, à ce moment-là, c'était quelque chose que je trouvais incroyable. Et surtout, 2000-2001, il y avait des équipes comme évidemment les classiques, Paris Saint-Germain, Lyon, Marseille, Monaco, qui étaient les favoris pour le titre. Et puis donc, quand j'ai décidé de faire cette petite analyse du FC Nantes de Reynald Denouex, dont je vais parler un peu plus longuement après parce que j'ai une analyse un peu plus vidéo, mais avant je voulais vous cadrer les choses. Donc je suis allé regarder un petit peu les concurrents. Et les concurrents, par exemple, pour vous donner quelques noms, à Lyon, c'était Coupet, Milson, Cachapa, Dorasso, Malbranc, Marley, Sonny Anderson, Sidney Govou, encore jeune mais déjà dans l'équipe. Au PSG, c'était Laurent Robert, c'était Frédéric Déhu, Pochettino, Arteta, Okocha, Benarbia, Nelka, Dalmat, Luxin. Marseille un petit peu plus faible cette saison-là, mais avec des joueurs quand même comme Bernardi, comme Bakayoko, comme Jamel Belmadi, comme Gallas, comme Papus Camara. Et Monaco, qui était champion de France en titre, il y avait des joueurs comme Gallardo, Simonet, Shabani Nonda, Ludovic Giuli, Costigna, qui ensuite a gagné avec des champions avec le FC Porto, ou encore Rafa Marquez, qui après a fait la carrière qu'on sait du côté du FC Barcelone. Et bref, comme vous le voyez, là, ce sont des joueurs internationaux dans des grandes sélections, des joueurs avec une histoire, des joueurs avec, voilà, avec une aura, avec pas mal enfin quelques Ligues des Champions de ci, de là. On peut penser à Giuli, à Costinha, à Rafa Marquez, je crois qu'il en gagne une aussi. Enfin voilà, c'était des équipes en France, il y avait de la concurrence quoi. C'était pas, Nantes n'était pas la meilleure équipe sur le papier. Et donc après, j'ai mis un peu le nez dans cette équipe de Nantes, en les analysant bien évidemment, mais en regardant un petit peu les effectifs à cette période-là. Et puis j'ai vu des joueurs comme Berson, comme Laspal, comme Darocha, Ziani, Monterrubio. Tous les joueurs que je vous ai cités là ont zéro sélection en équipe première et pourtant ils étaient en équipe première, en équipe de France ou en sélection internationale. Et pourtant euh, ils ont fait une carrière, enfin ils ont été champions de France, ils ont fait une grande carrière en France. Puis ensuite, il y a les joueurs qui ont eu des sélections, malgré tout assez faibles, comme Landreau qui en a 11, Gillet qui en a une, Fabry qui en a 22 avec l'équipe d'Argentine, Armand, Sylvain Armand qui en a 9 avec l'équipe de France, Carrière qui en a à peine 10. Euh, Puis après, il y a Moldovan, Olembe qui ont également pas mal de sélections après en équipe première. Et puis il faut dire qu'à cette époque-là, je crois qu'il n'y avait que Fabry qui avait plus de 30 ans à ce moment-là. Donc c'est dire à quel point cette équipe était jeune, surtout énormément de joueurs formés au club, issus de la jaunelière, encore une autre expression de cette époque-là, et enfin qui dure encore aujourd'hui, mais qui à l'époque avait vraiment un sens. Et donc c'était des joueurs qui étaient formés avec un ADN vraiment particulier, un ADN une philosophie à part, des joueurs intelligents, des joueurs techniques, des joueurs qui sentaient le jeu. Je sais que cette expression est un petit peu voilà, un fourre-tout, mais quand je les ai vus jouer, c'était ça. C'est qu'il y avait un schéma de base, mais surtout beaucoup de mouvements et surtout une connaissance des mouvements. C'est-à-dire que quand un coéquipier prenait un espace, je savais quel espace je devais prendre. Quand un coéquipier faisait un appel, je savais comment moi je devais me positionner par rapport à ça. Beaucoup de jeux en une touche de balle, beaucoup
d'actions d'ailleurs où on laissait passer le ballon parce qu'on savait qu'il y avait un coéquipier dans le dos. Un vrai football voilà, qui donnait, enfin, qui faisait plaisir, qui nous donnait envie et qu'aujourd'hui on retrouve absolument plus en Ligue 1, il faut être honnête, que ce soit du côté du FC Nantes ou dans n'importe quelle équipe, il ne faut pas se mentir. La saison 2000-2001 pour Nantes, c'est donc champion de France avec la meilleure attaque du championnat avec 58 buts, une demi-finale en Coupe de la Ligue et en Coupe de France et un huitième de finale en Coupe UEFA. 34 matchs, donc à l'époque il y avait seulement 18 équipes en championnat de France, 21 victoires, 5 matchs nuls et 8 défaites. Donc c'était pour les parties un peu plus statistiques. Ensuite, moi, des souvenirs que j'ai, comme je l'ai dit, c'était cette fameuse phrase, le jeu à la nantaise, qui moi, quand j'étais un petit gamin de 10-11 ans à l'époque, je me disais, putain, c'est beau d'avoir ce surnom ou d'avoir cet ADN, d'avoir ce tampon. Et donc là, en allant les regarder, je me suis rendu compte que c'était une équipe qui avait des principes simples. Simples parce que le football est simple, et surtout quand il est pratiqué par des joueurs intelligents. Donc l'équipe se positionnait dans un 4-4-2 avec généralement Sylvain Armand ou Mario Silva sur le côté gauche. En défense centrale, ça tournait pas mal entre Savino et Fabry notamment, ces deux jours-là, enfin principalement ces deux jours-là. Sur le côté droit, c'était Laspal. Au milieu de terrain, les deux joueurs, ça dépendait, mais c'était généralement Berson et Olembe. Puis devant, il y avait les deux magiciens, Stéphane Ziani et Eric Carrière. Et puis en pointe, ça tournait entre Olivier Monterrubio, Darocha et Moldovan. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, ce sont les deux joueurs ici, les deux milieux offensifs, Ziani et Carrière. C'était des joueurs absolument incroyables. Une qualité technique, une vision de jeu, une qualité de passe. Et surtout un engagement absolument énorme dans le match, c'est-à-dire qu'ils attaquaient et défendaient. Carrière, parfois, jouait dans ce poste ici, dans les 2-6. Et toujours avec la même envie, la même disponibilité pour faire le repli défensif, pour fermer les espaces. Mais ce qui m'a vraiment le plus impressionné chez ces deux gars-là, c'était l'intelligence, la technique. Pas un contrôle raté, pas un contrôle dans le mauvais sens. Les passes, c'était dans le bon tempo, dans le bon espace pour le coéquipier. Parce que faire une passe, c'est bien, mais faire une passe, par exemple, à un coéquipier qui déborde sur le côté gauche et vous lui mettez dans la course pour qu'il la reçoive sur son pied gauche, c'est mieux. Parce que si un garçon qui déborde sur un côté et vous lui mettez la balle un petit peu dans le dos ou alors sur son pied droit, c'est un peu plus compliqué. Et eux, ils avaient ça dans leur ADN. C'était quelque chose qu'ils avaient ancré en eux et où ils le faisaient naturellement. C'était beau à voir, ça fluidifiait le jeu et forcément, cette équipe de Nantes, elle était incroyable à voir jouer. Incroyable à voir jouer, et puis surtout le tout géré par Monsieur Reynald Denouex, un entraîneur qui malheureusement n'a eu que 2 expériences en tant qu'entraîneur principal au FC Nantes et à la Real Sociedad. À la Real Sociedad, il a quand même été élu entraîneur de l'année, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était en 2004. Et il a été 2e en Liga avec la Real Sociedad, une belle équipe de la Real, mais même comme ça, aujourd'hui, je veux dire, c'est des noms qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus parler, où on ne lui a pas confié d'autres équipes. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un monsieur, un grand monsieur du football français, un des meilleurs entraîneurs français pour moi de l'histoire, même s'il a eu une carrière, comme je vous dis, même s'il est resté pas mal de temps au FC Nantes, mais qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, parce qu'il aurait mérité entraîner d'autres bonnes équipes. Parce que son football était toujours intelligent, offensif, créatif. C'était quelqu'un qui avait des idées, qui savait les mettre en place et surtout on sentait le plaisir chez les garçons qui jouaient, chez les joueurs, on sentait qu'ils avaient envie de jouer ce football-là. Et je pense que la plus belle chose qu'un joueur puisse sentir et puisse donner, c'est ça, c'est d'aimer le football qu'on lui propose et que l'entraîneur lui propose de jouer. Et ça, M. Denouex arrivait à le faire, et cette équipe du FC Nantes était clairement à l'image de son envie, de son idéal. Et c'était vraiment beau. Et comme je vous dis, il n'y avait pas de star. Il n'y a pas de mec qui a fait des carrières incroyables. Évidemment, ils ont fait des très belles carrières. Soit Stéphane Ziani, il a fait une très belle carrière. Sylvain Armand a fait une très belle carrière. Landreau a fait une belle carrière. Carrière a fait une belle carrière, sans mauvais jeu de mots, notamment avec Lyon. Mais c'est des joueurs par rapport au potentiel que moi j'ai vu, ils ont mérité beaucoup plus, beaucoup mieux. Et puis après, il y avait des garçons qui eux, n'ont
ne sont pas forcément partis du FC Nantes ou sont restés dans des clubs du même standing à peu près, comme Olivier Monterrubio qui est parti après à Rennes, puis au RC Lens, Darocha qui lui a fait pratiquement toute sa carrière au FC Nantes, et qui étaient des joueurs d'une intelligence au-dessus de la moyenne sur un terrain de football. Alors, ouais, c'est vrai, ils ont tous des noms de comptables et les noms de vos banquiers, mais, euh, mais c'était des mecs qui ont proposé peut-être l'un des plus beaux footballs qu'on ait vu en Ligue 1 sur les 30 dernières années. J'exagère peut-être un petit peu, mais enfin non, je n'exagère pas. C'était vraiment un football incroyable. Et j'ai une grosse pensée pour tous les supporters nantais, parce que surtout ceux qui ont connu cette époque-là, parce que passer du football qu'ils ont vu, qu'ils ont aimé, qu'ils ont peut-être certains sont tombés amoureux du FC Nantes à cause de cette équipe-là, à cause de ce football-là, à cause de cet ADN qui avait déjà été mis en place par Coco Suiodo quelques décennies avant. Et ben voir dans quel état aujourd'hui est le FC Nantes, même si les résultats sont là. Je sais très bien quand on tombe amoureux d'une équipe à cause d'une philosophie et qu'on la voit un petit peu bafouer cette philosophie-là, et ben ça fait toujours un énorme pincement au cœur. Et j'ai en tête, et c'est une autre équipe qui a un peu cette philosophie, enfin une philosophie qui correspond à quelque chose de plus important qu'un certain laps de temps. C'est quelque chose dans l'ADN du club, c'est l'Ajax. Et je me rappelle une fois, j'avais lu, je sais pas, un reportage sur l'Ajax et il y avait un supporter qui disait, vous savez, nous les supporters, en fait, on vient pour supporter l'équipe, mais surtout pour voir si elle respecte les principes de jeu de l'Ajax. Et je trouvais ça beau. C'est-à-dire qu'il ne demandait pas forcément les résultats, mais il demandait à ce que l'équipe pratique le football qui fait partie, qui fait l'ADN de l'Ajax. Et je trouvais ça vraiment magnifique comme phrase. Euh, et aujourd'hui, le FC Nantes bâcle un petit peu et bafoue surtout un petit peu ses principes de jeu. Donc je vais vous faire une analyse avec les images comme j'ai l'habitude de faire. Malheureusement, c'est vrai que les matchs de cette époque-là sont difficiles à trouver, puis la qualité des images est pas la meilleure, parce qu'il y a certaines, c'est des VHS. Euh, donc voilà, la qualité n'est pas la meilleure, mais je voulais au moins vous montrer quelques principes de base, surtout du jeu offensif. J'ai 2-3 slides sur l'aspect défensif, mais surtout sur l'aspect offensif, pour que vous compreniez un petit peu de quoi était fait ce fameux FC Nantes et ce jeu à la nantaise des années 2000. Donc on passe tout de suite à l'analyse vidéo. Et voilà, donc du coup on se retrouve pour l'analyse vidéo du fameux jeu à la nantaise. Donc on va commencer, comme je l'ai dit, par quelques slides sur l'aspect défensif. Donc c'est une équipe qui défendait en 4-4-2 très basique. Là on voit les 4 milieux de terrain très bien alignés qui ferment les espaces centraux et qui obligent l'adversaire à jouer sur les côtés. On voit également le travail des deux attaquants, c'est-à-dire que tout le monde défendait et tout le monde faisait les efforts ensemble. Là encore une fois, on voit bien la défense en zone, 3 très alignés, un joueur qui sort sur son opposant direct, on va dire, et puis 2 milieux de terrain qui couvrent et un joueur au pressing. Donc un bloc très court, très peu d'espace entre les lignes, et une préoccupation surtout à couvrir son coéquipier et à se préoccuper de la balle avant de se préoccuper de l'adversaire. Là, on voit bien sur l'ensemble, on voit les 3 lignes bien distinctes, on voit la ligne défensive, donc toujours un joueur qui sort, les 3 joueurs en couverture, très peu d'espace entre chacun. Et là, encore une fois, un pressing, couverture devant la défense et le milieu excentré côté opposé qui vient fermer un peu plus proche pour fermer les espaces dans l'axe. Et les deux attaquants qui viennent également fermer pour empêcher toutes les passes centrales. Donc c'était une équipe qui était vraiment très intelligente sur son placement, qui rappelle beaucoup le Milan de Sacchi, qui jouait une dizaine d'années avant. Donc vraiment des principes très très clairs, très très bien définis, très très bien utilisés. C'était vraiment une équipe travaillée dans les deux sens du jeu, avec et sans ballon. Et on voit également, là c'était la dernière photo pour la phase défensive, mais on voit que tout de suite à la perte de la balle, il y avait tout de suite cette préoccupation de récupérer le ballon. C'est-à-dire que là, le joueur, je crois que c'est un corner, le joueur marseillais ici récupère le ballon et tout de suite, hop, 2 joueurs qui viennent pour fermer, pour empêcher la passe rapide pour les transitions offensives. Et maintenant, on va regarder un peu le vif du sujet et ce qui nous intéresse, qui est le jeu offensif et ce qui plaît surtout aux Nantais. Donc là, on voit par exemple porteur de balle et vous avez 1, 2, 3, 4 options de passe. C'est-à-dire qu'il y avait de la disponibilité et l'envie d'avoir le ballon. L'envie de recevoir le ballon et d'être une solution pour le partenaire. Et ici, on voit, comme je vous disais, le carré magique, c'est-à-dire que c'était un 4K2, oui, mais les 2 joueurs de côté qui étaient, enfin les 2 joueurs de côté, les 2 milieux offensifs, Carrière et Ziani, Stéphane Ziani, venaient beaucoup dans l'axe et en fait laissaient les couloirs aux latéraux.
Ici, c'était Mario Silva, à cette époque-là, Mario Silva et Laspal, qui prenaient les couloirs. Et aussi, beaucoup de travail des attaquants, Monterrubio et Darocha, qui faisaient beaucoup de diagonales intérieur-extérieur. Donc, il y avait justement cette entente-là où chacun savait, parfois Carrière ou Ziani prenaient les couloirs, mais du coup, c'était Darocha ou Monterrubio, les deux attaquants, qui venaient un peu plus demander dans l'axe, ou les latéraux. Là, on voit encore le souci de demander ligne de pressing adverse, de l'espace dans le dos et hop, je me propose pour recevoir le ballon et pouvoir recevoir et me retourner tout de suite dans le sens du jeu. Ici aussi, j'ai le ballon. Au lieu de partir en profondeur un peu n'importe comment, non, je demande le ballon dans les pieds pour le recevoir avec qualité. Et on voit tout de suite également ici une ligne de passe à l'intérieur du jeu et aussi pour assurer la couverture de balle en cas de perte du ballon. Donc c'est une solution offensive, mais également au cas où un repli défensif pour couvrir l'axe du terrain. Encore une fois, là, vous voyez, j'ai le ballon, une ligne de passe, deux lignes de passe, trois lignes de passe, du mouvement. On voit là que c'est un début d'appel dans la profondeur et des ballons demandés dans les pieds. D'ailleurs, on voit sur l'action d'après, il y a eu un 1-2 et le joueur qui prenait le couloir finalement fait une diagonale vers l'intérieur et puis c'est le joueur qui était sur l'extérieur qui prend le couloir. Donc du mouvement, comme je vous dis, de l'intelligence et je sais m'adapter selon les courses de mon coéquipier, selon l'envie de mon coéquipier, je sais m'adapter. Encore une fois ici, sortie de balle depuis la défense, on ne balance pas devant. Là, le latéral prend la profondeur. Du coup, le milieu offensif, qu'est-ce qu'il fait? Il vient demander dans les pieds, dans l'espace libéré, un joueur et deux joueurs derrière la ligne de pression pour recevoir le ballon avec qualité, avec du critère pour pouvoir relancer les attaques proprement. Ici, encore une fois, on voit deux joueurs dans l'axe du terrain qui viennent demander dans les pieds. Ils voient très bien que s'ils partent en profondeur face à 1, 2, 3, 4, 5 Marseillais, ils ne vont pas y aller. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens demander ici. Le latéral est un peu confus. Qu'est-ce que je fais? Le latéral, le milieu offensif, non d'ailleurs, c'est le latéral, je crois que c'était Laspal, prend le couloir parce que le fait que ce joueur-ci vienne demander le ballon dans les pieds bloque un petit peu les défenseurs et du coup, lui peut profiter de cet appel-là. Donc, comme je vous dis, c'était un travail. C'était une connaissance du jeu, une connaissance du football à la nantaise, du jeu à la nantaise. Et donc forcément, une fois que tout le monde connaît les principes de jeu, c'est beaucoup plus simple et ça aide à l'intelligence de chaque joueur quand tout le monde pense dans la même direction. Ici, pareil, sortie de balle, on voit que c'est une zone de pressing des Marseillais. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs ici pour presser. Et là, on voit tout de suite, première ligne de passe, deuxième ligne de passe, il y a un triangle qui se forme pour réussir à libérer et à trouver un homme libre juste ici, derrière la ligne de pressing. Donc, cette intelligence-là, elle se travaille et surtout, il y a beaucoup, beaucoup de courage. Parce qu'arriver à avoir le courage et ne pas hésiter à jouer sur mon coéquipier qui est ici pour qu'il puisse trouver le coéquipier qui est ici, il faut du courage. Le plus simple serait de prendre le ballon et puis je balance devant et puis on verra si on la récupère. Mais le jeu à la nantaise était également signe d'intelligence mais de courage. Et si on voit quand je vous dis de l'intelligence, c'est quoi? Je sens que le joueur va prendre le couloir central, donc qu'est-ce que je fais? Je fais un petit appel dans le dos du joueur qui est sorti sur lui pour pouvoir recevoir le ballon et laisser l'espace à mon coéquipier. Ici, dans un match différent, on voit joueur à la balle, deux joueurs dans la ligne. Et là, on l'a déjà vu ça, donc vous voyez que ce n'est pas un hasard. Deux joueurs derrière la ligne de pressing pour recevoir le ballon et puis un joueur qui demande dans le couloir côté opposé pour donner un peu de largeur au jeu. Pareil ici, le joueur récupère le ballon. Je crois que c'est Eric Carrière qui reçoit le ballon. On voit que le latéral va tout de suite sortir sur lui. Du coup, l'attaquant, c'est Darocha ici, et il fait tout de suite une diagonale pour recevoir le ballon dans l'espace vide qu'a libéré le défenseur en sortant sur le porteur de balle. Donc ça, pareil, c'est une connaissance du jeu, une connaissance des moments, du tempo, de savoir quand prendre les espaces, quand ne pas les prendre, quand demander dans les pieds, quand demander dans la profondeur. C'est pas un hasard, c'est pas prendre la profondeur pour prendre la profondeur. Quand on prend la profondeur, c'est qu'il y a un espace qui s'est libéré. Et pourquoi l'espace est libéré? Parce qu'un coéquipier a fait quelque chose pour que cet espace se libère là. Parfois, il le fait avec le ballon, parfois, il le fait sans le ballon. Et c'est pour ça que le jeu sans ballon est aussi important que le jeu avec ballon. Dans un match, un joueur n'a la balle qu'à environ 90 secondes. Je sais que ça paraît vraiment pas grand-chose, mais essayez de compter, vous allez voir. Un joueur, il a le ballon dans les pieds très très peu de temps. Sauf, évidemment, les joueurs qui exagèrent dans le dribble et dans la tenue du ballon et ils tiennent trop le ballon. Mais un bon joueur a le ballon 90 secondes. Donc le reste du temps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois libérer des espaces pour moi, pour mes coéquipiers et pour permettre à des coéquipiers de prendre la profondeur ou de recevoir le ballon avec qualité. Là, c'est le cas. Encore une fois, on voit ici l'intelligence. Pareil, porteur de ballon qui a la balle, qui commence à rentrer vers l'intérieur. Je crois que c'est Laspal. Le latéral commence à se dire est-ce que je vais sur lui ou pas. Donc du coup, au lieu de faire l'appel, de passer devant lui, de le gêner, non, je vais faire la course. Hop là, dans le dos
pour prendre cet espace-là et me trouver en situation de 2 contre 1 avec le latéral. Du coup, vous voyez que le central ici commence à sortir aussi. Et du coup, hop là, l'appel dans la diagonale pour prendre l'espace dans le dos de ce défenseur-là. Intelligence, cet appel-là, il est tout bête et peut-être que Darocha, parce que je crois que c'est Darocha, hein, vous avez vu la qualité des images n'est pas la meilleure, Darocha ne va pas forcément recevoir le ballon, mais il va simplifier la vie au porteur de balle parce que s'il part et que le joueur, le défenseur le suit, et ben l'Aspal se retrouve en 1 contre 1 pratiquement, ou alors il peut libérer après dans l'appel de ce joueur-ci, ou alors il peut l'aider dans le sens où il va lui offrir une position, pour, enfin une ligne de passe un peu plus simple. Donc voilà, c'est encore une fois, comme je vous disais, l'intelligence dans les appels, dans les mouvements et dans les intentions. On voit ici clairement, hein, le jeu en triangle dont on parle souvent. Là, vous voyez, dans un petit espace, pour éliminer le pressing, on a 1, 2, 3, 4 joueurs qui se mettent dans un format de losange pour pratiquement, c'est presque un taureau là, hein, pour faire un taureau et réussir à sortir de la zone de pression adverse. Et on voit qu'il y a malgré tout un joueur qui donne de la largeur. Donc si on arrive à sortir de la pression, on peut réussir à avoir fixé pratiquement une moitié d'équipe monégasque sur un côté pour libérer sur un côté adverse. Donc voilà, comme je vous disais, c'était une analyse assez courte parce que les matchs sont difficiles à trouver, mais je pense que ça résume bien l'idée générale et l'idée globale du jeu à la nantaise. On voit les principes de jeu. C'est tous des matchs qui ont été, que j'ai pu regarder de la saison où ils ont été champions. C'est une victoire contre Monaco et une victoire contre l'Olympique de Marseille. Monaco qui était champion en titre et je crois qu'ils ont gagné 5-2. Non, pas gagné 5-2 à Monaco. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire, c'était un coup de cœur absolument énorme et un magnifique souvenir que j'ai de cette équipe-là, une petite Madeleine de Proust. Et surtout, comme je vous disais, moi, ce qui m'a le plus séduit sur cette équipe-là, c'est le fait qu'il n'y ait pas de stars. Comme je vous disais, les adversaires, les concurrents ou les favoris au titre, bah, c'était des équipes qui avaient du Sonny Anderson, du Okocha, du Anelka, du Arteta, du Giuli, du Simone, du Gallardo, du Nonda. Et ben non, avec des Eric Carrière, des Stéphane Ziani, des Darocha et des Monterrubio et des Berson, on arrive à monter une équipe qui joue un football absolument incroyable. Pas des stars, pas des coups de millions pour acheter des joueurs. Non, c'est un centre de formation qui a une envie, qui a des principes, qui a une philosophie et on s'y tient et on forme les gars pour jouer ce football-là. Et ça donne, je n'ai pas peur de le dire, une des meilleures équipes des 30 dernières années en France. Dans la philosophie de jeu, dans la qualité de jeu. Et c'est un plaisir à voir jouer et ça manque à la Ligue 1. Donc pour les plus jeunes qui découvrent la Ligue 1 ou qui connaissent la Ligue 1 que depuis 10 ans, et ben, ça a existé, des équipes comme ça. Pas de stars, pas de gris-gris, pas de superflu, mais un beau football. Et puis putain, c'était beau quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, c'était un petit truc un peu perso, un petit coup de cœur. Je vais essayer d'en faire plusieurs parce qu'il y a des équipes qui m'ont marqué, que ce soit en France ou à l'étranger. Si vous avez des équipes qui vous ont marqué et que vous aimeriez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir que j'ai regardé ça et que je le partagerai avec vous. Et puis comme d'habitude, si vous avez des avis, des commentaires, des anecdotes, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous les amis.